Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence de l'ANAP sur le handicap et le grand âge. L'ANAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance en santé. Et justement, notre ambition, c'est de contribuer à construire une santé performante pour tous en plaçant les personnes au cœur de la transformation. Et aujourd'hui, ce sont d'abord les personnes concernées, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, leurs proches, qui nous alertent. Leurs parcours sont encore trop souvent morcelés, freinés par les frontières, les règlements, les statuts différents entre le médical, le social, le médico-social et le droit commun. Ces ruptures compliquent leur accompagnement, limitent l'accès à des réponses adaptées et même vont jusqu'à mettre à mal des droits essentiels comme l'autodétermination, l'inclusion ou l'accès aux services. Face à ce constat, l'ANAP réagit et agit aux côtés de tous les établissements et services pour bâtir une offre de santé performante, à la fois territoriale et populationnelle, c'est-à-dire pensée pour tous et partout dans le territoire. Notre objectif consiste à obtenir des résultats concrets en santé, à faciliter l'accès aux droits et aux dispositifs, à accompagner chaque structure dans la transformation de son offre. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans les politiques nationales et elle repose sur l'engagement collectif de tous, les personnes concernées, les professionnels et les acteurs du secteur. Concrètement, l'ANAP, c'est un appui à chaque étape. Nous sommes là pour accompagner la transformation, pour décloisonner les pratiques, pour renforcer les coopérations sur les territoires et pour mutualiser les ressources. Nous sommes là pour vous aider. Nous mettons à disposition des outils, des guides, des retours d'expérience, un appui méthodologique pour aider chaque établissement et chaque service à construire une offre coordonnée, inclusive, personnalisée et bien sûr, toujours en lien avec les besoins réels des personnes et les ressources locales. La publication d'un 3e guide, publié ce mois-ci, marque une étape forte pour réinventer l'offre médico-sociale vers une offre de services coordonnés. Cette offre de services coordonnés, n'oublions pas, elle est pour des parcours plus fluides, plus justes. Elle se traduit par des dispositifs intégrés pour les enfants, des centres de ressources territoriaux autour des EHPAD ou encore des plateformes de services coordonnés. Toutes ces structures partagent un même objectif: simplifier les parcours, garantir un accompagnement de proximité qui soit respectueux des trajectoires de vie et qui réponde aux attentes de chacun. Il s'agit d'un engagement collectif pour l'accès aux droits et à l'inclusion. Tous les établissements et services médico-sociaux sont appelés à s'engager activement pour l'accès aux droits et aux dispositifs dans une logique de responsabilité populationnelle et territoriale. Et cette offre valorise également la diversité des situations, s'appuie sur la coopération renforcée entre professionnels et met en avant l'expertise de chacun. Ensemble, nous transformons et nous transformerons les modèles pour bâtir une société plus inclusive, solidaire et responsable, où l'accès aux droits et à la santé devient et va devenir une réalité pour tous. Merci Madame Armenteras pour cette introduction. Au programme aujourd'hui, tout d'abord, nous aurons un premier plateau réunissant des acteurs politiques et institutionnels, posant le contexte et les orientations, en mettant l'accent sur l'effectivité des droits et l'accompagnement des établissements dans l'évolution de leur offre. Ensuite, un second plateau mettra en lumière les expériences de terrain et les perspectives d'évolution à travers le témoignage de responsables institutionnels et associatifs. Sachez que vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de cette webconférence, nous y répondrons directement à l'écrit. Je vous laisse tout de suite découvrir la vision de Madame la Ministre. En France, le vieillissement de la population et l'évolution des besoins des personnes en situation de handicap nous invitent à repenser en profondeur nos modes d'accompagnement. Aujourd'hui, que l'on avance en âge ou que l'on vive avec un handicap, une question demeure: comment permettre à chacun de choisir sa vie, son lieu de résidence, ses activités et concrétiser son projet comme il le souhaite, où il le souhaite, avec un accompagnement adapté. En 2023, la Conférence nationale du handicap a posé une ambition forte: transformer les établissements et services médico-sociaux qui accompagnent les personnes en situation de handicap
en plateforme de services coordonnés. Une transformation qui concerne aussi pleinement le secteur du grand âge, tant les défis sont similaires, prévenir les ruptures de parcours, proposer des réponses souples, graduées et surtout, respecter la liberté de chaque personne. C'est ce que nous avons engagé avec le déploiement des centres de ressources territoriaux et la réforme des SAD-SIAD. L'objectif, c'est qu'à terme, toute personne puisse bénéficier d'un accompagnement évolutif, adapté à ses envies et à ses besoins, dans tous les domaines de la vie, l'habitat, la santé, l'emploi, les activités, la scolarisation pour les plus jeunes et la participation sociale. En 2025, avec l'appui de l'IGAS, cette ambition a été précisée pour le secteur du handicap. Il s'agit désormais de constituer une offre de services coordonnée, pensée comme une véritable palette de solutions. Et cette offre repose sur plusieurs éléments clés. Une entrée évaluative et participative. Elle demande à comprendre la demande réelle de la personne, à l'aider à exprimer ses préférences, à soutenir son autodétermination tout au long de l'accompagnement. Des fonctionnements souples et modulaires, un hébergement temporaire ou permanent, un logement accompagné, l'accueil de jour, les interventions à domicile, l'accompagnement en milieu ordinaire. Toutes ces solutions doivent pouvoir se combiner facilement sans passer systématiquement par la MDPH. Une adéquation claire entre les besoins et les réponses proposées. Les services médico-sociaux ont pour mission de s'adapter, d'innover, de mettre en cohérence leurs prestations pour répondre au plus près des attentes individuelles. Qu'il s'agisse d'une personne en situation de handicap, cherchant un appui pour concrétiser son projet de vie, ou d'une personne âgée souhaitant rester chez elle tout en bénéficiant d'un soutien, cette nouvelle approche vise le même objectif, favoriser la pleine participation à la vie sociale, sans contrainte, sans rupture, et toujours avec la personne au cœur de la décision. Pour guider cette transformation, un outil essentiel est mis à disposition des acteurs, un guide destiné à accompagner les acteurs médico-sociaux dans la construction de cette offre de services coordonnés. Grâce à cette webconférence qui accompagne le lancement de ce guide, je vous souhaite de repartir avec des clés concrètes pour bâtir une offre réellement adaptée aux besoins des personnes accompagnées sur votre territoire. Construire des parcours coordonnés, renforcer la coopération, intégrer les ressources et expertises locales, autant de leviers pour répondre aux attentes de chacun au plus près de sa vie. Ensemble, faisons évoluer l'offre médico-sociale pour qu'elle devienne plus souple, plus accessible et qu'elle permette d'accompagner toutes les trajectoires pour les personnes en situation de handicap comme pour les personnes âgées. Merci Madame la Ministre. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Steph Bonneau-Brier, pilote de la commission accompagnement des personnes du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Madame Magali Guégan, inspectrice de l'Inspection générale des affaires sociales. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Madame Céline Poulet, secrétaire générale du Comité interministériel du handicap. Bonjour. Bonjour. Nous allons débuter tout de suite par l'intervention à distance de Monsieur Benjamin Voisin, adjoint à la Direction générale de la cohésion sociale, qui va aborder les grands axes de la politique publique concernant la transformation de l'offre. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de participer ce matin à l'introduction de cette webconférence sur l'offre de services coordonnés dans le champ médico-social. C'est un enjeu extrêmement important pour la DGCS. Comme vous le savez, ça fait déjà quelques années qu'en cohérence avec les objectifs d'inclusion d'une part et de promotion de l'autodétermination d'autre part, que nous efforçons de déployer, de développer une approche à la fois coordonnée et territorialisée.
L'enjeu, en effet, est bien d'organiser l'offre au service des personnes, qu'elles soient en perte d'autonomie liée à l'âge ou en situation de handicap, avec une diversité de prestations adaptées à leurs besoins, mais aussi à leurs aspirations, sur une diversité de lieux de vie, aussi bien leur domicile, bien évidemment, sur leur lieu de travail, leur lieu d'éducation, mais aussi dans leur établissement médico-social, et avec une diversité d'acteurs, y compris de droit commun. Vous le voyez, vous êtes des praticiens du médico-social et donc vous pouvez mesurer l'ambition que représente cette transformation qui consiste en un véritable changement dans les pratiques des professionnels avec une logique de décloisonnement et d'autre part un repositionnement de l'acteur médico-social dans un écosystème aux côtés de la personne qui va mobiliser ces différentes prestations. C'est un vrai changement. Aujourd'hui, cette webconférence vous permettra d'approfondir ce modèle et ses différentes déclinaisons avec les leviers qui existent déjà aujourd'hui. Vous avez certainement tous entendu déjà parler dans le champ des personnes âgées des centres de ressources territoriaux qui permettent soit à des EHPAD, soit à des services de jouer ce rôle d'animation territoriale et d'accompagnement de personnes sur leur lieu de vie domiciliaire. Dans le champ des personnes handicapées, c'est évidemment le mode dispositif qui existe depuis un certain nombre d'années et qui permet d'assurer une plus grande modularité dans l'accompagnement des parcours, ou encore sur le plan quantitatif, le déclinaison des 50 000 solutions. J'espère que cette webconférence vous donnera envie d'innover, vous donnera envie d'expérimenter. C'est qu'avec la CNSA et avec l'ANAP, que je remercie à nouveau d'organiser cette webconférence, nous allons continuer à suivre avec beaucoup d'attention les initiatives sur les territoires et à les évaluer, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, et en ayant à cœur de respecter nous aussi le principe de centralité de la personne et d'autodétermination, en nous appuyant en priorité sur la mesure de la satisfaction. Merci Monsieur Voisin pour votre intervention. Madame Poulet va maintenant nous parler de l'approche par les droits fondamentaux. Alors, de quoi parlons-nous quand on parle en fait de l'approche par les droits fondamentaux ? En s'appuyant sur la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap de l'ONU, l'approche par les droits fondamentaux nous rappelle le caractère universel et indivisible des droits humains et des libertés fondamentales, et la nécessité d'en garantir en fait la pleine jouissance aux personnes en situation de handicap sans discrimination. Influe en définitive la transformation de l'offre médico-sociale. Très clairement, lorsqu'on regarde aujourd'hui les établissements et services médico-sociaux, est-ce qu'on peut se dire que les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap sont respectés ? Clairement, non. Pas partout. Alors bien sûr, il y a des établissements qui font figure d'éclaireurs. Mais quand on regarde, bien souvent, les personnes en situation de handicap et leurs familles doivent évidemment respecter le fonctionnement, le règlement de l'établissement. Ils sont souvent institutionnalisés, c'est-à-dire qu'ils doivent se soumettre à une certaine forme de routine. Ils n'ont pas forcément d'outils, de moyens de communication pour pouvoir participer pleinement à la vie dans l'établissement. Et quelquefois, ils n'ont pas accès à un droit à la vie intime, affective et sexuelle. Je pourrais continuer comme ça, évidemment, sur les libertés d'aller et venir. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire qu'on respecte dans l'accompagnement le choix des personnes en situation de handicap ? Non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées le sont ? Non plus. Donc vous voyez bien que face à ce constat, par l'approche, par les droits fondamentaux, il nous faut transformer l'offre médico-sociale. Il faut qu'on sorte, en définitive, d'un modèle de l'établissement all inclusive, c'est-à-dire tous les services concentrés au même endroit, pour promouvoir l'approche sociale du handicap basée sur la désinstitutionnalisation. Et c'est le cap qui a été donné lors de la dernière conférence nationale du handicap. Alors vous allez me dire, c'est très bien, c'est très beau, comment fait-on ? Eh bien, on s'inspire de ce qui se passe déjà sur les territoires. On voit que l'offre se transforme. L'offre, elle se transforme, c'est-à-dire qu'on met en place, en définitive, des services de soutien par domaine de vie des personnes. Soutien à la scolarisation, soutien au logement, soutien à la santé, soutien à l'hébergement, soutien à l'emploi, soutien à la vie intime, affective et sexuelle, soutien à la citoyenneté. On a des parcours coordonnés qui vont donc être mis en place
par épisode de service, choisi par les personnes et leurs familles, avec des objectifs précis, avec une intensité, une modularité en fonction du parcours de la personne, dans le respect des libertés fondamentales. Et ça change catégoriquement la donne. C'est-à-dire que quand on rentre dans une plateforme de services coordonnés, eh bien, on rentre sur une offre de prestations qui est choisie par les personnes, respectueuses de leur choix. Et on ne passe pas seulement, on n'est pas sur l'offre qui est délivrée par un établissement. Vous voyez, on inverse. Ça demande en définitive, eh bien, de changer aussi les pratiques professionnelles. Pratiques professionnelles, ça veut dire que là, les personnes, les professionnels vont accompagner les personnes, les soutenir pour exprimer leur choix, les soutenir dans leur accès à leurs droits fondamentaux, mais aussi, et c'est ça qui est passionnant en définitive dans cette transformation de l'offre médico-sociale, c'est que l'expertise du travail social, eh bien, elle va aller irriguer les dispositifs de droit commun pour pouvoir monter en définitive le droit commun en compétences et à partir de là, pouvoir intervenir en subsidiarité du droit commun. Et c'est ça, en définitive, on va aller enrichir cette offre. On n'est plus sur une coordination de l'offre médico-sociale, on est sur une coordination au sein d'un territoire de l'ensemble des services rendus par la société. Merci Madame Poulet pour cet éclairage sur l'approche par les droits fondamentaux qui sont vraiment essentiels. Nous allons maintenant nous interroger sur les leviers à mobiliser pour faire évoluer les organisations médico-sociales. Madame Guégan, pouvez-vous nous présenter les éléments majeurs du rapport IGAS portant sur la transformation de l'offre sociale et médico-sociale, coécrit avec Yannick Le Guillou et Franck Le Morvan? Dans ce rapport, ce que nous avons d'abord cherché à faire, c'est à identifier qu'est-ce que concrètement on attend de la transformation. Parce que finalement, tous les acteurs rencontrés n'étaient pas toujours d'accord sur ce qu'était la transformation, et on a pris un peu ce qui doit être la colonne vertébrale de la transformation. Le premier point, c'est une entrée par l'évaluation des besoins et des attentes des personnes et un soutien à l'autodétermination. C'est vraiment un des fondements à relever pour que l'offre réponde aux enjeux dont vient de parler Céline Poulet. Le deuxième, c'est que cette offre-là, elle est basée sur des prestations et elle combine les trois modalités d'accompagnement dont on parle aujourd'hui, que sont l'hébergement, l'accueil de jour et l'accompagnement en milieu ordinaire, pour ne pas avoir de rupture et de personnes figées dans l'accompagnement où elle est à un instant donné et que ça puisse évoluer. Ce qui permet d'arriver au troisième principe qui est la modularité dans le temps et dans le temps au sens très large, c'est-à-dire aussi bien si les besoins et les attentes évoluent, que d'avoir la capacité de proposer des accompagnements mixtes, qu'on puisse à la fois, sur une même semaine, pouvoir avoir de l'hébergement si on en a besoin et pouvoir être le reste du temps en milieu ordinaire. Et donc, c'est pouvoir adapter cet accompagnement aux attentes des personnes. Le quatrième point, je dirais que c'est l'enjeu de la territorialisation. D'une part, parce qu'une structure qui est beaucoup plus ouverte doit nécessairement avoir des partenariats avec le droit commun très forts. Et à terme, c'est aussi d'avoir une territorialisation de l'offre et d'avoir des zones prioritaires d'intervention afin d'éviter tout ce qui est zone blanche et d'agir surtout en proximité des lieux de vie des personnes. Et ça, c'est assez fondamental et seules des démarches territorialisées permettent d'aboutir à un maillage au plus près des besoins. Et le dernier point, Céline Poulet en a parlé, c'est cette fonction ressources qui permet de faire du transfert de compétences vers le droit commun. Et pas du tout quelque chose de permanent où il faudrait tout le temps du médico-social en appui du droit commun, mais au contraire de transférer cette compétence que tous les acteurs du médico-social ont pour que le droit commun s'en empare et lui-même devienne inclusif. Dans ce rapport, nous avons fait des pistes de propositions. On a proposé également des solutions sur plusieurs pans de la politique de transformation de l'offre, parce qu'on a essayé en fait de voir le sujet à 360 degrés, de voir l'interdépendance de tous les travaux qui sont déjà lancés. Il y a énormément de travaux qui sont lancés par le ministère, par la CNSA, par les ARS, par les acteurs du médico-social. Et le but, c'était aussi de pouvoir analyser ça sous cet angle-là. Et on a identifié tous les freins et les réponses à ces freins sous l'angle de la réglementation, sous l'angle des systèmes d'information et du financement, sous l'angle de l'appui aux acteurs, que ce soit même les ARS et les structures elles-mêmes,
et sur les droits individuels qui forcément sont au cœur de cette transformation de l'offre. J'aurai pas le temps évidemment de revenir sur ce rapport qu'on a pu faire et qu'on a fait grâce à tous les acteurs qui ont contribué à ce rapport par les auditions, par les déplacements qu'on a pu faire auprès d'eux. Mais peut-être un point qui marque sûrement un petit décrochage avec les travaux qui étaient lancés, c'est le fait que nous pensons qu'aujourd'hui, l'addition de tous les dispositifs juridiques ne fait que cloisonner et recloisonner. Ils sont toujours faits dans une volonté de transformer et d'avancer, mais à force d'additionner, on perd le sujet de l'adaptabilité, de la possibilité d'évoluer en fonction des innovations, etc. Et donc on propose une catégorie juridique unique, mais qui n'est qu'une catégorie juridique unique. Ça ne veut pas dire des superstructures qui s'occupent de tout le monde en même temps, etc. Pas du tout. C'est le fait de se dire qu'aujourd'hui, rien ne ressemble moins à un IME qu'un autre IME. Alors pourquoi s'appelle-t-il IME et pourquoi on oriente un enfant vers un IME? Point. Et donc l'idée, c'est de travailler sur ces prestations, sur les besoins des personnes et les attentes, et donc de parler prestations au sens de la nomenclature détaillée des besoins et des prestations pour que ce soit l'identité de la structure. Et que demain, une structure, son identité, c'est sa compétence, c'est son expertise d'accompagnement et c'est les prestations qu'elle est en capacité de proposer aux personnes en situation de handicap. Et pour nous, c'est là où on franchit un cap sur ce sujet de la transformation. Merci Madame Guégan pour ces éléments soulignant les composantes essentielles d'une organisation en offre de services coordonnés, comme par exemple l'entrée par les besoins et les prestations, l'offre modulable et combinée, la territorialisation et la fonction ressources. Steph Bonneau-Brier, vous allez maintenant nous partager la vision du CNCPH sur les enjeux de transformation de l'offre de services coordonnés pour les personnes en situation de handicap au regard du contexte du secteur médico-social. Effectivement, l'offre. Je crois qu'il faut revenir sur cette offre, parce qu'on en parle énormément, mais est-ce que l'offre est là? Avant de pouvoir dire est-ce que les personnes peuvent choisir, il faut qu'elles puissent choisir par rapport à une offre, et cette offre, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est quand même réduite. Donc nous, c'est quelque chose que l'on aborde régulièrement au sein du CNCPH, et il y a un principe de réalité aujourd'hui qui s'impose quand même, et qui font que cette offre, qui est souvent d'ailleurs réduite au champ médico-social, doit aussi pouvoir s'élargir à la société tout entière. Aujourd'hui, les moyens ont été ciblés sur le médico-social. Donc, en fois, on se dit le médico-social doit se transformer, mais du coup, les personnes sont aussi en attente de vivre dans la société. Donc, forcément, l'offre doit venir aussi de la société. Ça a déjà été dit, mais c'est quelque chose qui est dans les discours, mais n'est pas forcément dans les moyens et dans la dynamique de la transformation. Donc, je le redis encore une fois, on aura été 3 à pouvoir le redire, c'est qu'il faut que l'élan qui est mis sur la transformation de l'offre, ça soit pas uniquement la transformation de l'offre médico-sociale, mais bien la transformation d'une société tout entière dont le médico-social fait partie, mais pas que. Et ça, tant qu'on n'aura pas les deux pendants, on n'y arrivera pas. Et les personnes sont donc en attente aussi de ce volet d'une société dans son ensemble qui va proposer, qui va être dans cette possibilité de faire des choix qui aujourd'hui effectivement sont beaucoup trop restreints par rapport aux attentes des personnes. Donc ça, je crois que c'est une première donne et un changement de paradigme qui, à mon avis, n'est pas encore finalement suffisamment à l'ordre du jour. Même peut-être aujourd'hui, dans cette offre de services coordonnés, il va falloir encore impulser cette notion que c'est pas juste un organisme gestionnaire qui va juste proposer dans l'ensemble des établissements qu'il a ou des services qu'il a la possibilité de se balader entre ces services ou ces établissements. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand on parle du choix, on parle aussi de l'autodétermination. C'est un terme qu'on n'a pas entendu là jusqu'à présent et c'est un terme qui malheureusement aujourd'hui est très galvaudé. C'est-à-dire qu'il arrive assez récemment dans notre société, encore plus peut-être dans le médico-social, dans le champ du médico-social, et on voit qu'il n'est pas compris. Voilà, il n'est pas compris, il apparaît un peu comme étant une mode, comme étant un concept un peu abstrait, et on entend un peu tout et n'importe quoi, alors qu'on pourrait revenir à la base finalement de ce débat. L'autodétermination, c'est une entrée par les droits. C'est l'essence même du choix, et par définition, le droit de choisir, ça ne se discute pas. Or, c'est un des premiers débats que l'on a aujourd'hui dans notre société. Est-ce que cette personne est capable de choisir ? La question, c'est pas est-ce qu'elle est capable, c'est ce qu'on lui donne les moyens de choisir. Après, la nature du choix de chaque personne, ça, c'est quelque chose qui est individuel et qui va dépendre d'un certain nombre de paramètres, de contextes
là, effectivement, les capacités cognitives, les moyens de communication, beaucoup de paramètres vont entrer en jeu. Pas donner la capacité de choisir à une personne, c'est déjà, à mon avis, le premier biais que l'on a et le premier challenge qui se pose dans la transformation de l'offre. Donc, on a déjà parlé effectivement du moyen de communication et ça, c'est un pilier. Donc, il n'y aura pas de transformation de l'offre sans autodétermination et sans moyen de communication. Merci Steph Bonneau-Brier pour les constats que vous évoquez. On voit qu'il y a une grande marge de progression pour les organismes gestionnaires. Alors, selon vous toutes, quelles seraient les actions immédiates que les organismes gestionnaires devraient engager? Il n'y aura pas de transformation de l'offre médico-sociale sans les personnes elles-mêmes. On pourrait se dire, tiens, demain on va faire des plateformes de services coordonnés et ne pas se dire que on le fait avec les personnes en situation de handicap. On ne le fait pas pour les personnes en situation de handicap, on le fait avec les personnes en situation de handicap. Et donc la première brique de l'autodétermination, puisqu'il faut utiliser le terme autodétermination, c'est de donner les possibilités de communiquer aux personnes. Ça, c'est la première des briques, c'est la première des priorités, c'est le levier, c'est le premier levier aujourd'hui. Il y a encore dans beaucoup d'établissements et de services des personnes qui n'ont pas les moyens de communication. Donc, comment parler d'autodétermination aujourd'hui et de transformation, puisque la transformation, vous avez bien compris, en plateforme de services coordonnés, elle vient chercher en définitive l'expression des personnes pour exprimer un choix. C'est que, il faut mettre en place les démarches et les outils de communication alternative améliorés partout. Peut-être pour prolonger justement, pour les structures sociales et médico-sociales aujourd'hui, peut-être que la première action qui peut être faite, c'est de réfléchir à son projet d'établissement, à son projet de structure. Et en ayant recours justement à la communication alternative améliorée et tous les outils qui peuvent exister, parce que construire un projet d'établissement, c'est le faire avec les personnes qui sont déjà accompagnées par la structure, par exemple, et essayer de leur donner aussi toutes les clés de ce que ça pourrait être. Parce que tant qu'on n'a pas connu, on ne connaît pas non plus le choix des possibles. Donc il faut leur donner ces outils, il faut travailler avec les professionnels de la structure, puisqu'il y a évidemment un enjeu pour les professionnels du secteur du travail social, et travailler dans un projet d'établissement. Aujourd'hui, ça ne doit plus être un projet d'établissement refermé sur lui-même, c'est-à-dire qu'il faut aussi inviter les partenaires du droit commun à discuter du projet d'établissement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut être commencer dès maintenant, même si tout n'est pas fait. Évidemment, les recommandations que nous avons faites, il faudra du temps pour qu'elles puissent être prises en compte. Le ministre décidera des suites données au rapport IGAS. Mais le projet d'établissement, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut travailler sur les prestations et décrire son activité en prestation. Et ça prendra forcément du temps. Donc autant commencer dès maintenant. Moi, je pense qu'effectivement, dans le prolongement en fait de tout ça, il faut peut-être aussi que la sémantique change et qu'on donne aussi une impulsion, une dynamique aux établissements. Peut-être que le projet d'établissement, moi, je dis presque aux établissements aujourd'hui, imaginez-vous en Living Lab. Voilà, imaginez-vous en Living Lab. Je crois beaucoup au fait de les mettre en situation aussi de monter des expérimentations, se dire si demain, entre guillemets, vous avez carte blanche et vous travaillez avec les personnes, voilà, montez des projets, soumettez-les, voyons quelles sont les barrières aujourd'hui qui existent au niveau administratif, quand c'est basé sur l'autodétermination, quand on utilise aussi les innovations technologiques, on en parle beaucoup. Donc là, je crois qu'il y a des vrais leviers qui peuvent être en plus stimulants pour le personnel des établissements et des établissements eux-mêmes dans finalement ce qui va être aussi une modernisation. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos interventions très riches. Vos propos vont maintenant être illustrés par des organismes gestionnaires et une agence régionale de santé sur le second plateau. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous entamons maintenant ce deuxième plateau de retour d'expérience avec Monsieur Sébastien Potasso, directeur général de la Fondation Hélène Poidatz, qui gère la plateforme dite Pépite. Bonjour Laetitia. Nous recevons également Monsieur Roland Disly, président de l'AIR, de l'association des DITEP et expert réseau médico-social au sein de la NAP. Bonjour Laetitia. Enfin, Monsieur Olivier Lefebvre, président de la Fédération des centres de ressources territoriaux et chargé de mission au service public essonien Grand Âge et du handicap, lui aussi expert réseau médico-social à la NAP. Bonjour Laetitia.
Merci à tous pour votre présence. Nous accueillons également à distance le témoignage de l'ARS Île-de-France, Madame Hélène Marie, directrice de la direction départementale 77. Une première question pour vous, comment l'ARS Île-de-France structure l'offre de services coordonnés en Seine-et-Marne ? Donc l'ARS Île-de-France a engagé une démarche régionale qui s'inspire notamment de ce qui s'est passé en Seine-et-Marne. Donc je vais d'abord vous parler de ce qui s'est passé en Seine-et-Marne. Donc on s'est appuyé sur trois principes, un décret et une démarche pour structurer l'offre de services coordonnés. Donc les trois principes, ils sont très connus aujourd'hui, mais ils ont une valeur extrêmement importante dans la démarche, l'autodétermination, l'inconditionnalité de l'accueil et en lien avec l'inclusion, c'est la subsidiarité des accompagnements qui nous guide. Le décret sur lequel on s'est appuyé, c'est le décret du 9 mai 2017 relatif à la réforme des autorisations qui permet que un établissement, quel qu'il soit, une structure quelle qu'elle soit, puisse mettre en œuvre toutes les modalités d'accueil en son sein et on supprime finalement l'indistinction entre établissement d'un côté et service de l'autre. Et ensuite, le mode opératoire, de manière très participative avec les acteurs du territoire, c'est une conduite de projet, la planification d'une logique territoriale, des concertations avec les acteurs, l'éducation nationale, la MDPH, les établissements et services médico-sociaux bien entendu, et l'utilisation d'un certain nombre d'outils qui nous ont permis de déboucher sur un certain nombre de conséquences organisationnelles qu'on connaît aujourd'hui mieux, mais qui sont encore en cours de mise en œuvre. La définition de ce qu'est et la mise en œuvre via les autorisations des plateformes, ce qui signifie, comme je vous le disais, un établissement qui est porteur de toutes les modalités. Donc, on a aujourd'hui en Seine-et-Marne sur le sujet TND, par exemple, la perspective d'avoir 19 plateformes TND qui font à la fois de l'accompagnement en milieu ordinaire, hors les murs ou en hébergement à domicile ou en internat. L'autre dimension importante de cette organisation, c'est la zone d'intervention prioritaire qui renvoie à la notion de responsabilité populationnelle et territoriale, qui induit aussi d'autres éléments qu'on pourra évoquer juste après. Et l'autre point important qui est structurant pour notre développement d'offres de services coordonnés, c'est effectivement la nécessité de disposer d'une porte d'entrée unique. La MDPH finalement impose une orientation sur un territoire, sur un infraterritoire. La plateforme devient l'interlocuteur unique à la fois de la famille, mais aussi de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'enfant, l'éducation nationale, la ville, les services de type périscolaire, les clubs de sport, etc. Et le fait de disposer de cette porte d'entrée unique constitue un atout pour la lisibilité de notre organisation. Monsieur Potasso, quelles ont été les grandes étapes de l'organisation de la plateforme Pépite ? Alors la plateforme Parcours Inclusion Territoire, acronyme Pépite, a été lancée suite à un appel à manifestation d'intérêt en 2018. Elle accompagne aujourd'hui 460 enfants. Elle repose sur une autorisation médico-sociale, plateforme TND 0-20 ans, correspondant à une autorisation de 393 places, toutes modalités d'accompagnement, donc prestations de soutien, d'appui ressources et prestations d'accueil et d'accompagnement en milieu ordinaire et en milieu spécialisé. Elle constitue une réponse territoriale inclusive, pensée à l'échelle d'un territoire, tout en assumant une responsabilité populationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va avoir un accompagnement inconditionnel des personnes qui habitent sur ce territoire et qu'on va avoir un rôle d'appui ressources auprès des partenaires du droit commun. La mise en place de la plateforme, elle s'est faite très progressivement à partir de 2018. On a d'abord accompagné les équipes, on a posé une méthodologie structurée, incluant tout ce qui était réalisation d'abord en amont d'un diagnostic. Ce diagnostic nous a permis de poser une démarche, de poser différentes étapes et une stratégie de transformation. Donc la plateforme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est 6 anciens établissements, 3 CESA, 3 IME, qui sont sous une autorisation administrative unique, ce qui marque une évolution vraiment significative dans le cadre réglementaire et dans le cadre organisationnel.
Donc, évolution sur les fonctions d'encadrement, bien entendu, on y reviendra, et l'émergence de nouveaux métiers, comme les coordinateurs de parcours, comme les professionnels qui vont assurer l'appui ou l'appui ressources au milieu ordinaire. Donc, l'accompagnement des professionnels a été un levier important pour faire évoluer les pratiques, soutenir les équipes dans le changement de posture. En gros, des points clés sur la transformation, la co-construction avec les personnes, avec les familles, l'accompagnement des équipes au changement de posture et l'articulation renforcée avec les partenaires du droit commun. Merci, Monsieur Potasso. Monsieur Disly, quelles sont les avancées concrètes que proposent les DITEP ? Alors, l'association des DITEP est née il y a 30 ans. Donc, ça fait 30 ans qu'on travaille à la transformation de l'offre. Ils sont nés des instituts de rééducation. Ça dit d'où on vient. Et après avoir beaucoup réfléchi à la question des jeunes qu'on accompagnait, de leurs difficultés, de leurs besoins, et notamment de la variabilité des troubles, on a travaillé sur la notion de dispositif intégré, c'est-à-dire la capacité à avoir des réponses souples, modulables, adaptées à chaque parcours. Et donc, ça nous a permis, en travaillant en collaboration, puisque c'est un peu l'ADN de notre association, en collaboration avec les pouvoirs publics, d'obtenir en 2005 le décret sur les ITEP, qui décrit un peu mieux la manière dont on accompagne ces enfants à travers un accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique. Et puis, en 2017, obtenir le premier décret sur les dispositifs intégrés ITEP, qui là nous a permis de s'affranchir de quelques règles administratives qui permettaient d'aller beaucoup plus vite et de répondre à point nommé à chaque besoin et à chaque difficulté. Et puis enfin, on a travaillé avec les pouvoirs publics et en 2024, cette notion de dispositif intégré s'adresse à tout le champ du handicap enfant, avec cette obligation pour nous d'avoir plusieurs modalités d'accompagnement, un minimum 3 ambulatoires, accueil de jour, accueil de nuit. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le développement, et je rejoins mon collègue qui travaille sur les plateformes, le développement des dispositifs intégrés va s'hybrider avec d'autres ressources, d'autres parties prenantes du territoire. Notamment, on va travailler en collaboration avec l'aide sociale à l'enfance, parce que 40% des jeunes qu'on accompagne relèvent aussi de besoins de protection. On va travailler bien sûr avec l'éducation nationale, puisque le premier projet des enfants, c'est d'aller à l'école. Et puis, on va travailler avec d'autres partenaires de la société civile, mais aussi avec la pédopsychiatrie et d'autres. Voilà ce qu'ont apporté, en gros, la notion de dispositif intégré. Merci. Monsieur Lefebvre, en quoi les centres de ressources territoriaux constituent un levier pour déployer l'offre de services coordonnés ? Le modèle d'organisation intégré ou partenarial, dans les deux cas, le centre de ressources territoriales constitue un premier pas vers une offre de services coordonnés. C'est un levier structurant qui permet de mettre en place des compétences transversales et une gouvernance partenariale. Il a également des fonctions clés, telles que l'accueil-information, l'évaluation, la coordination et la fonction ressources. Dans le modèle partenarial, le volet 1 du centre de ressources territoriales constitue l'appui ressources de la plateforme, destiné aux personnes âgées, aux aidants et aux professionnels, et un maillage territorial renforçant l'offre de prestations. Le volet 2 est la coordination des parcours avec une mutualisation des compétences pour proposer des prestations à la carte correspondant aux besoins des personnes accompagnées. Le centre de ressources territoriales préfigure une plateforme qui agrège à minima les EHPAD et les SAD en mobilisant de nombreux acteurs. Il permet de réorganiser les structures préexistantes pour développer une mission nouvelle dans une logique de système local intégré. En combinant organisation intégrée et organisation partenariale, le CRT devient une rampe de lancement vers une offre de services coordonnés. Concernant les dispositifs intégrés, Monsieur Disly, quelle est l'organisation partenariale ? En fait, Laetitia, il n'y a pas de dispositif intégré au départ sans convention partenariale. C'est-à-dire que dans le premier décret et son annexe d'application, il y avait cette obligation pour nous de signer une convention à minima avec les MDPH, avec l'éducation nationale et potentiellement avec l'aide sociale à l'enfance et la pédopsychiatrie. Et en fait, cette convention, elle pose déjà la question des partenariats. Mais aujourd'hui, on a continué à développer ces partenariats. Avec l'éducation nationale, bien sûr, on a les équipes mobiles d'appui à la scolarité, on a les futurs pôles d'appui à la scolarisation, qui font qu'on a aujourd'hui un travail de coopération et de coordination très avancé avec l'éducation nationale, puisque 80% de certaines classes d'âge en ITEP vont à l'école en milieu extérieur. Ils sont plus dans nos murs. Aujourd'hui, quand on vient visiter un ITEP, on voit beaucoup moins d'enfants qu'avant, puisqu'ils sont intégrés, ils sont
sont à l'école. Les deuxièmes partenaires fondamentaux pour nous, c'est la protection de l'enfance, puisque 40% des enfants qu'on accompagne sont des enfants en situation de handicap, mais qui ont besoin de protection. Donc, il est important que quand nous, on travaille à des modularités d'accompagnement, les collègues qui vont prendre en charge l'enfant sur d'autres temps puissent le faire dans de bonnes conditions. Et on a besoin d'articulation permanente, donc de coopération d'abord, et puis de coordination ensuite. Et puis enfin, 25% des enfants qu'on accompagne ont besoin de soins en pédopsychiatrie. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de dispositif intégré sans un partenariat fort à l'échelle des territoires. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans le développement des dispositifs intégrés, c'est des dispositifs qui deviennent de vrais dispositifs territoriaux. Et on a bien sûr dépassé les premiers signataires des conventions pour aller chercher des partenariats bien au-delà, et notamment dans la société civile, les clubs de sport, les loisirs, pour essayer d'avoir vraiment une approche écosystémique, mais j'y reviendrai par la suite. Merci. Et concernant la plateforme Pépite, Monsieur Potasso, quels sont les nouveaux partenariats ? Alors, comme le disait Roland, on va démultiplier les partenariats et la plateforme va développer des partenariats très étendus avec les acteurs du milieu ordinaire qu'a cité Roland. L'éducation nationale, bien sûr, les centres de loisirs, les crèches, les municipalités, le secteur des entreprises, c'est vraiment au sens très très large. Donc, par exemple, on va avoir des partenariats avec les crèches pour faciliter l'identification précoce de besoins spécifiques des enfants et mobiliser le secteur spécialisé si nécessaire, comme les CAMS, donc les centres d'accueil médico-psychologiques précoces. Lorsque la plateforme ne dispose pas en interne de toutes les prestations qui sont requises, elle va s'appuyer sur les ressources complémentaires sur le même territoire qui vont être issues du secteur sanitaire, social, médico-social et bien sûr le milieu ordinaire. Donc la mise en place d'une plateforme coordonnée, elle s'accompagne ainsi d'un développement de partenariats très innovants qui vont se renforcer avec le temps et qui vont répondre à des besoins pour répondre de manière inclusive, fluide et adaptée. Ces partenariats, ils sont essentiels pour plusieurs choses. Déjà pour élargir l'offre et favoriser la complémentarité entre les acteurs d'un territoire. Il va fluidifier les parcours, bien sûr. Il va répondre à des besoins réels en s'adaptant aux situations individuelles. Il va optimiser les ressources et les expertises en développant des dispositifs sur mesure. Et, bien sûr, il va sensibiliser, former les acteurs pour garantir une compréhension partagée des missions et une montée en compétences collectives. Donc, un exemple concret, dans un projet avec une structure de loisirs, le partenaire, il va intervenir pour sensibiliser, former les animateurs, proposer éventuellement les aménagements, mettre en place des outils adaptés, comme les outils de communication, on en parle assez souvent, et coordonner les interventions avec les autres professionnels. Ça sécurise le parcours de la personne et ça renforce les compétences des équipes du milieu ordinaire. Ce modèle favorise une dynamique de co-construction. Chaque acteur est reconnu dans son expertise, et les ajustements se font en continu au plus près des besoins de chacun. Merci. Monsieur Lefebvre, quelles sont les plus-values à repenser l'offre de services coordonnés dans le secteur grand âge ? On a pu, avec certains partenaires, mettre en place des plateformes de services personnes âgées. Ces plateformes permettent un décloisonnement réel des approches qu'elles accompagnent à travers un bouquet de prestations modulables qui reposent sur les mêmes piliers fonctionnels que les dispositifs PH, notamment la graduation et la réversibilité, la coordination, la participation sociale et la prévention avec notamment la mise en place d'ICOP. Il est essentiel qu'une réflexion soit menée sur les parcours et qu'on s'affranchisse des normes réglementaires et des logiques d'autorisation. Chaque territoire pourra ainsi avoir une réponse lisible et efficiente. Il est nécessaire de mettre en place un interlocuteur unique, identifié, et un système d'information partagé, avec une logique de parcours intégré PA-PH, afin que les parcours puissent se faire sans silo. Alors qu'il s'agisse de plateformes territoriales ou de dispositifs intégrés ou encore de centres de ressources territoriaux, vous soulignez bien que chaque modèle vise à décloisonner les pratiques, à mutualiser les compétences et structurer une réponse coordonnée et adaptée à chaque personne. Madame Marie, pouvez-vous maintenant nous parler de la stratégie politique portée par l'ARS pour une offre plus optimale ? Alors, au niveau Seine-et-Marne, depuis un certain nombre d'années, et c'est le cas aujourd'hui également dans le reste de l'Île-de-France, c'est le choix qui a été fait de n'accorder de nouveaux crédits, de n'accorder de nouvelles places de création ou de renforcement de l'offre que
si si on est sur un projet de transformation. C'est-à-dire qu'en Seine-et-Marne, clairement, depuis presque 10 ans, on ne finance que des projets de transformation. Tous les crédits sont dédiés à la transformation, ce qui nous a permis d'être beaucoup plus actifs aussi dans cette dynamique. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a des nouvelles fonctions sur lesquelles on a fait porter nos efforts. La fonction évaluation et coordination qui est essentielle dans une plateforme, évaluation fonctionnelle et coordination des parcours. Ensuite, il y a aussi la fonction ressources qui est nouvelle et qui est très complémentaire de la stratégie de zone d'intervention prioritaire. La fonction ressources, ça signifie que un acteur, une plateforme sur un territoire vient en appui de l'ensemble des acteurs en matière d'inclusion pour accompagner cette inclusion de manière subsidiaire, certes, mais pour l'accompagner, pour l'étayer dans tous les moments, à la fois à l'école, mais aussi dans les clubs de sport, dans le périscolaire, etc. Et puis le dernier point peut-être sur lequel on peut insister en matière d'optimisation, c'est la notion de famille de déficience. Donc ça, c'est une logique dans laquelle on était en Seine-et-Marne et qui est aujourd'hui reprise en Île-de-France. On a choisi d'avoir des parcours identifiés pour, d'une part, les TND, c'est-à-dire les déficients intellectuels, TSA, 10, troubles psy avec déficience intellectuelle. Donc les plateformes TND regroupent l'ensemble de ces problématiques. On a aussi des plateformes polyhandicap et moteur et on a des DITEP. Donc, ce sont 3 familles de déficients sur lesquelles on a choisi de réaliser finalement, quand on a parlé des spécialisations, c'est aussi se dire que c'est tous les enfants qui souffrent de ce handicap sont susceptibles d'être accueillis dans ces plateformes. Donc, on ne distingue plus entre l'autisme, la déficience intellectuelle. Toutes les plateformes sont obligées de se former et d'accompagner l'ensemble de ces enfants. Merci Madame Marie. Monsieur Disly, quels sont les enjeux sur les territoires pour couvrir l'ensemble des besoins? Il y a 2 enjeux principaux. Un premier qui est de disposer de diagnostics territoriaux partagés par l'ensemble des parties prenantes qui ont la responsabilité des jeunes en situation de handicap. Il s'agit pour nous d'avoir un état des lieux précis des besoins pour pouvoir y répondre. L'autre chose, c'est qu'on a besoin d'un outil pour décrire ce qu'on fait de manière transparente. Et c'est pour ça qu'on travaille avec CARE et avec les pouvoirs publics à un outil de description de l'activité des dispositifs, de ce qu'est l'accompagnement, puisqu'on est passé d'une logique de place, une logique d'accueil à une logique de parcours et donc à une logique d'accompagnement. C'est quoi l'accompagnement aujourd'hui ? Merci Monsieur Disly. En quoi la plateforme coordonnée diffère-t-elle d'une offre classique, Monsieur Potasso? Alors une plateforme, elle ne fonctionne pas avec un catalogue figé de prestations. C'est vraiment la chose qu'il faut avoir en tête. Comme le disait Roland, on sort d'une logique de place et d'une offre préexistante. Donc on va tisser des solutions au cas par cas, en partant des souhaits, des attentes de la personne et en mobilisant les ressources les plus pertinentes selon chaque situation. Les professionnels, ils vont intervenir sur tous les lieux de vie ordinaire de la personne avec une offre de prestations modulables, tant sur les intensités, on en parlait, mais aussi au niveau des lieux. Donc il est essentiel de disposer en continu de ressources qui vont être adaptées à tous les besoins des personnes que nous accompagnons sur toutes les diverses typologies de handicap et de mobiliser l'expertise nécessaire, encore une fois, qu'elles soient en interne ou qu'elles soient en externe. Donc pour garantir ces parcours inclusifs, personnalisés, sans rupture, où la personne elle va être actrice de son accompagnement, plusieurs éléments sont indispensables. Déjà l'autodétermination bien sûr, qui est le principe structurant. On part des besoins exprimés par la personne ou sa famille en fonction de l'âge de la personne accompagnée. Une évaluation fine, une évaluation multidimensionnelle et je veux dire aussi une réévaluation régulière qui permet de construire les accompagnements ajustés et au plus près des besoins. La coordination, bien sûr, et on va en reparler, mais c'est un point central. Coordination entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire, mais coordination autour de la personne. Les prestations doivent être modulables et les expertises doivent être mobilisées vraiment selon les besoins. Et enfin, les coordinateurs de parcours qui jouent un rôle central pour la fluidification des parcours et garantir un accompagnement sur mesure. Donc concrètement,
Au lieu d'imposer un parcours prédéfini, l'équipe, elle va évaluer les attentes de la personne et va adapter en continu le projet. Et puis, on va privilégier, bien sûr, l'inclusion d'abord dans les lieux de vie ordinaires. C'est très clair, merci Monsieur Potasso. Monsieur Lefebvre, en quoi le fonctionnement en plateforme permet une plus grande diversification des prestations proposées aux personnes âgées? Les plateformes permettent de proposer un bouquet de services modulables, ajustés aux besoins identifiés. Les prestations sont ainsi adaptées à l'état de santé de la personne. Concrètement, cela se traduit par des actions de prévention et de repérage, par exemple des ateliers d'équilibre, de nutrition ou des ateliers mémoire, un appui aux aidants avec la mise en place d'un projet personnalisé, du soutien psychologique ou la mise en place de solutions de répit, des interventions à domicile avec la mise en place d'un ergothérapeute pour évaluer le domicile, ou la mise en place d'une infirmière de liaison pour coordonner les sorties d'hospitalisation. Des solutions relais, telles que l'accueil de jour, l'accueil de nuit, ou la mobilisation d'une chambre d'urgence, et des réponses rapides en cas d'aggravation de l'état de santé, avec un relais par l'HAD ou des équipes mobiles de soins palliatifs. Grâce à une porte d'entrée unique et à des paliers d'intensité, la durée et le lieu de la prestation peuvent être ajustés, puis allégés dès que l'autonomie revient. Chaque professionnel reste dans son rôle, mais la réponse est construite collectivement avec la personne et ses proches. Il convient que la plateforme fonctionne par gradation et réversibilité. Merci Monsieur Lefebvre. Monsieur Disly, comment sont organisés les accompagnements dans les dispositifs intégrés? Alors, les accompagnements, il y a déjà une partie de l'accompagnement qui est en direct auprès de l'enfant. Et là, comme on l'expliquait tout à l'heure, on va pouvoir moduler en fonction des besoins. Dans des temps assez restreints, de l'accueil de jour, de l'ambulatoire, de l'accueil de nuit, en fonction des besoins. Ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, honnêtement, qui, depuis une dizaine d'années, est assez bien maîtrisé par les collaborateurs des dispositifs ITEP. L'autre chose, c'est que une grande partie du handicap, des enfants qu'on accompagne, mais d'autres aussi, elle est dans l'interaction avec l'environnement. Donc aujourd'hui, notre métier, c'est à la fois d'accompagner les enfants, mais aussi d'accompagner l'environnement. Très bien. Et vous, Monsieur Potasso, vous partagez cette fonction ressource? Tout à fait, complètement. Elle est essentielle. C'est elle qui va créer les liens entre les acteurs du milieu ordinaire. On a parlé de l'école, les centres de loisirs, par exemple. On en a déjà beaucoup parlé. Et le secteur spécialisé au sens large. Elle va accompagner les professionnels pour mieux, c'est exactement ce que disait Roland, pour mieux comprendre les situations de handicap, quelles sont les spécificités liées au handicap, adapter les environnements, fournir les outils et coordonner les interventions. La fonction, elle ne repose pas sur un pôle isolé, cette fonction appui ressources, mais elle est pleinement intégrée à la plateforme. Elle va s'articuler avec la coordination et le coordinateur de parcours qui, lui, va agir un peu plus comme un chef d'orchestre au niveau de l'écosystème et en mobilisant, en accompagnant les bons partenaires au bon moment, selon les besoins évolutifs de la personne. Et c'est aussi ça, c'est être toujours en réactivité par rapport à l'évolution. La fonction ressources, elle est indispensable pour plusieurs raisons. Déjà, pour l'inclusion. Au premier niveau, en transformant les environnements ordinaires en lieux complètement accessibles. Donc, par exemple, on parlait de l'école, c'est la façon dont on va pouvoir accompagner, sensibiliser, former les enseignants, voir comment on va structurer l'environnement, comment on va coordonner l'ensemble des intervenants autour d'un élève pour que ce soit le plus efficient possible. Deuxième niveau, pour la coordination, bien sûr, parce que la fonction ressources, elle va compléter la coordination avec l'apport de solutions concrètes, des sensibilisations, des formations, des outils, des aménagements. Pour l'innovation, en stimulant sur un territoire donné le développement de nouvelles prestations locales avec l'ensemble des partenaires qui sont présents. Et enfin, pour la pérennisation de l'écosystème en fédérant les acteurs du territoire autour d'un projet commun d'inclusion. Très bien, merci. C'est très clair. En fait, vous mettez en avant que l'offre est optimisée en misant sur la mutualisation des ressources territoriales et la transversalité des prestations. Les accompagnements se font sur mesure grâce à une forte coordination entre acteurs et une fonction ressources centrale. Je rebondis maintenant sur l'accompagnement des parcours de vie. Je souhaiterais avoir vos points de vue sur la fonction de coordination et le positionnement des professionnels. Monsieur Potasso, en quoi la transformation de l'offre vers des services coordonnés modifie-t-elle l'accompagnement des parcours de vie? Alors, comme on le disait, on a complètement changé de paradigme. On faisait rentrer, en fait, dans des offres existantes les parcours de vie, et on inverse cela. Donc, la priorité, c'est la personne qui va déterminer le parcours pour lesquels on va mettre des accompagnements prioritairement du droit commun lorsqu'ils sont adaptés
On va vraiment privilégier ce type d'accompagnement et éventuellement, on va recourir, si on ne trouve pas dans le milieu ordinaire, à des ressources du secteur spécialisé. Ce qui évolue donc, la logique de parcours de vie. Par exemple, nous avons eu il n'y a pas très longtemps une jeune qui souhaitait absolument faire de la musique et c'était vraiment sa priorité. On a travaillé avec le conservatoire, les professionnels du conservatoire, de son lieu de résidence, avant d'articuler les autres dimensions de son parcours pour pouvoir aussi avoir quelque chose qui s'articule et une modularité, on va dire, et une adaptabilité dans les accompagnements. Merci. Et au niveau des DITEP, Monsieur Disly, comment la coordination de parcours est instaurée ? Alors là, on a un peu cheminé. Peut-être qu'on va instaurer un peu des distinctions avec des collègues des plateformes et des centres ressources. Au départ, on pensait avoir des coordinateurs, d'avoir des personnes spécialement formées à la coordination. Et on se rend compte, en fait, qu'on est passé d'éducateur référent à référent de parcours. Et en fait, cette question de la référence de parcours, aujourd'hui, on la traite plutôt comme une obligation de compétence de tous les professionnels. C'est-à-dire que tous les professionnels ont à monter en compétences. Alors d'abord les cadres intermédiaires, puisque c'est eux qui vont réguler au sein du territoire l'ensemble des parcours, mais aussi tous les éducateurs spécialisés. Par contre, on se rend compte aujourd'hui que l'éducateur spécialisé, il est dans les murs, mais il est plus que dans les murs. Il a gagné en autonomie et j'aime beaucoup ce que disait Denis Pifteau dans son dernier rapport, c'est que l'autodétermination des personnes, elle passe par l'autodétermination des professionnels. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est que cette fonction de coordination, elle intègre les compétences de tous les acteurs. Et c'est le cas aussi des thérapeutes. Aujourd'hui, nos psychologues, elles sont à la fois dans le bureau au sein du dispositif, mais elles peuvent être en classe, elles peuvent être dans la famille. Et donc pour nous, c'est l'ensemble des professionnels qui doivent intégrer cette fonction de coordination. Mis à part les situations complexes pour lesquelles on va travailler avec les MDPH sur des projets particuliers. Et là, on aura peut-être besoin d'un coordinateur qui soit un peu au-dessus de la mêlée et qui ne sera pas forcément issu de nos rangs, mais en tout cas quelqu'un qui ait une vision un peu plus large, un peu en surplomb. Mais sinon, c'est le rôle de tous les acteurs de travailler autour de cette mission de coordination. Merci. Monsieur Lefebvre, pour les seniors, comment s'organise la coordination des parcours ? Alors, la nécessité de repenser l'accompagnement en parcours s'impose aujourd'hui comme un enjeu central. Cela implique d'intégrer pleinement les proches aidants dans la démarche, afin que leur rôle soit reconnu et soutenu, et que la fragmentation des parcours soit évitée. L'organisation en plateforme transforme profondément les pratiques, et cela à 3 niveaux. Premièrement, la porte d'entrée. Elle repose sur une évaluation multidimensionnelle réalisée au domicile. Deuxièmement, l'animation territoriale. Le coordinateur de parcours devient un véritable chef d'orchestre, assurant les liens entre les DAC, les médecins traitants, les services à domicile, l'HAD et les EHPAD, qui sont en tant qu'acteurs ressources ouverts sur l'extérieur et l'hôpital, et les autres acteurs du territoire. Le troisième point est la régulation de l'intensité. C'est anticiper par l'analyse des signaux faibles, prioriser la réponse, agir vite et organiser la désescalade au rythme de l'évolution de la situation. Cette approche incarne pleinement l'esprit du service public départemental de l'autonomie, qui s'appuie sur la lisibilité, la continuité, l'équité d'accès, l'aller vers et le soutien des aidants. Les CRT jouent ainsi un rôle de levier opérationnel, en proximité des domiciles pour les personnes âgées et leurs proches aidants. Monsieur Lefebvre parlait de transformation des pratiques. Qu'est-ce que l'organisation en plateforme change en termes de rôle et de posture professionnelle ? Alors on le disait, on ne raisonne plus par rapport à une offre préexistante, on construit autour de la personne, avec la personne en fonction de ses souhaits, en fonction de son parcours, ses besoins, son environnement, et tout ça pour permettre une modularité, une adaptabilité des accompagnements. Ça suppose une posture professionnelle complètement nouvelle, j'ai envie de dire, fondée sur la neutralité, sur l'impartialité, sur la médiation bien sûr, sur l'humilité, ne pas avoir une posture de sachant, sur la collaboration, la flexibilité, l'adaptabilité et bien sûr une ouverture à l'ensemble des acteurs sur un territoire. Le travail en réseau avec tous les acteurs de l'environnement de la personne et sa famille est vraiment essentiel. On va vraiment faire reposer tout ce travail sur une notion de co-construction, de proactivité et d'anticipation pour éviter toute rupture et pour anticiper au maximum les changements d'âge et autres. On le disait, le coordinateur de parcours est un pivot incontournable dans tout cela et il a différentes missions clés. Bien sûr, évaluer les besoins, réévaluer les besoins aussi assez régulièrement, identifier
et évaluer les ressources disponibles sur un territoire, organiser les prestations, qui intervient, où, quand, comment, animer régulièrement le suivi du parcours avec les acteurs impliqués et ajuster les parcours en fonction des évolutions. Roland en parlait tout à l'heure, bien sûr tout cela implique une montée en compétences collectives, c'est indispensable. On a bien sûr parlé beaucoup du coordinateur qui est un peu une fonction dédiée, qui est le point d'entrée notamment, mais l'expérience montre que la gestion des parcours concerne tous les professionnels. Il est nécessaire de faire monter en compétence les équipes, que ce soit les travailleurs sociaux, les enseignants, les cadres intermédiaires, et je vais y revenir. Il y a une reconfiguration complète des rôles. Comme le disait Roland, les fonctions ne sont plus cantonnées à un établissement, mais ils sont cantonnés à un territoire. Donc c'est une posture complètement différente à avoir. Et là-dedans, on va voir les cadres intermédiaires en particulier qui vont jouer un rôle clé. Ils sont acteurs, initiateurs et porteurs du changement auprès des équipes, bien sûr. Leur posture va évoluer vers un leadership de proximité. Ils vont devoir favoriser l'autonomie des professionnels avec lesquels ils travaillent, des équipes, et susciter, je veux dire, le pouvoir d'agir de leur côté. Et enfin, ils deviennent des facilitateurs de parcours parce qu'ils sont aussi les garants de la fluidité, de la cohérence des accompagnements. Et selon vous, Monsieur Disly, quels sont les changements nécessaires concernant les pratiques et les postures professionnelles ? Je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues qui ont été brillants, Olivier et Sébastien. Après, je vais rajouter un tout petit peu de poésie, si vous me permettez. Moi, je crois beaucoup à la notion d'écologie du soin. J'aime bien ce rapprochement entre la question du soin, du prendre soin, et la question de l'écologie qui nécessite de la réciprocité. Aujourd'hui, accompagner des parcours, c'est déjà, en premier lieu, quitter une position haute, qui était celle qu'on avait ou qu'on a pu avoir dans une logique de place, d'offre, et d'accepter d'être dans une position réciproque avec les personnes qu'on accompagne. Et ça veut dire aussi accompagner des parcours de vie qui sont pas linéaires. Accompagner des parcours où on va pouvoir se tromper, on va pouvoir essayer, on va pouvoir quitter l'école, y revenir. Et là, ça fait appel à toute la créativité des professionnels, à la créativité des écosystèmes. Et c'est ça qui me plaît, et finalement on dit la même chose. Merci beaucoup, Monsieur Disly. Pour finir, Madame Marie, comment s'inscrire dans une logique de parcours avec une porte d'entrée unique pour faciliter l'accès et la continuité des accompagnements ? La notion de porte d'entrée unique, pour nous, nous a semblé essentielle pour donner un maximum de lisibilité pour notamment les familles qui ont un interlocuteur unique, mais c'est aussi vrai pour la MDPH qui connaît finalement son territoire et qui sait, dès lors qu'elle a une personne avec une adresse, elle a une plateforme finalement comme interlocuteur unique. Cette lisibilité, elle est permise par un outil cartographique qui est essentiel à établir de manière concertée entre les acteurs. Donc nous, on a aussi laissé la place aux ESMS pour s'organiser, pour définir leur territoire d'intervention. Et donc cet outil cartographique, il est porté aujourd'hui par notre ESMS qui porte le PCPE, la communauté 360, qui a une approche départementale et qui va permettre de disposer pour l'ensemble des acteurs de cette cartographie. J'en profite aussi pour dire que cette porte d'entrée unique, elle sera aussi facilitée par la territorialisation des outils de type PCPE, communauté 360 qui sont en cours, donc qui viendront apporter un appui par territoire à chaque plateforme et à la MDPH. Cette approche, elle donne de la lisibilité. On a un petit écueil quand même lié à un certain nombre d'outils qui aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés à cette transformation plateforme. C'est vrai quand on parle de Solis, c'est vrai quand on parle de Finesse, de Via Trajectoire, avec du coup une MDPH qui n'est pas forcément en capacité d'orienter en plateforme et qui continue d'orienter en IME et CESAD. Pour autant, effectivement, ce sont des réflexions qui sont en cours. Et dernier point sur les réflexions qui sont en cours, ce qu'on peut se dire, et là, c'est peut-être avec moins d'écueils finalement en termes d'outils, mais peut-être plus en termes de partenariat, on essaye aussi d'avoir cette même réflexion sur la territorialisation. Je crois que c'est vraiment le point majeur sur le volet personnes âgées, avec une réflexion qui est en cours en Seine-et-Marne après avec quelques CRT qui
qui sont prêts à avancer sur finalement qu'est-ce que serait une plateforme à destination des personnes âgées, comment on peut apporter toute modalité d'accueil sur un territoire donné à une population âgée. Et donc ça, ce sont des réflexions qui en sont au début, mais qui pourraient bénéficier des apports du champ du handicap et du coup accélérer aussi la mise en œuvre dans les prochaines années. Merci à tous pour vos retours d'expérience et votre participation à cette webconférence. Grande nouvelle, l'ANAP publie son nouveau guide « Réinventer l'offre médico-sociale vers une offre de services coordonnés ». Ce guide vient compléter la collection dédiée aux plateformes de services coordonnés et s'adresse à tous les établissements, services et dispositifs, quel que soit leur niveau de maturité. Son objectif, donner à voir les composantes essentielles d'un fonctionnement en plateforme, poser un langage commun et un référentiel partagé entre ESMS, autorités de contrôle et partenaires, permettre aux ESMS de situer leurs pratiques par rapport à une cible à atteindre et être outillés pour construire un plan d'action opérationnel. Et pour passer à l'action, une boîte à outils. Elle regroupe des ressources concrètes. Un autodiagnostic pour se situer et bâtir un plan d'action réaliste, une fiche pratique sur la fonction ressources et ses outils opérationnels, cartographie, ressources en expertise et matériel, trame de questionnaire, fiche projet prestation, plan de communication, fiche de fonction. Enfin, la plateforme de bonnes pratiques vous propose des fiches et retours d'expérience pour enrichir vos démarches. En résumé, un guide pour comprendre, une boîte à outils pour agir et une plateforme pour partager. Merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre participation active à cette démarche collective. À bientôt. L'ANAP, l'expertise en partage.